La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de notre émission La bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Dardaillon. Bonjour Mathieu. Bonjour Manuela. Ravi de partager ce plateau avec vous Mathieu. L'entrepreneuriat semble vous avoir saisi alors que vous étiez encore sur les bancs de l'école, votre école de commerce, le SCP. Vous cofondez Ticket for Change, dont la mission est d'activer les talents de chacun pour contribuer à résoudre les grands défis sociaux et environnementaux. Finalement, avec Ticket for Change, vous répondez à cette envie de 94% des Français d'agir sur nos problèmes de société et qui ne sont au final que 20% à y parvenir. À travers des formations et des programmes, vous venez en aide à plusieurs types de personnes. Un, des entrepreneurs qui ont créé déjà des projets à vocation sociale et environnementale. Deux, des salariés qui veulent contribuer à transformer leur organisation vers plus d'impact. Trois, des personnes en reconversion qui veulent trouver un job qui a plus de sens pour eux. Alors je suis sûre que nos auditeurs vont se reconnaître dans ces trois cibles. Après 10 ans chez Ticket for Change, vous faites ensuite une pause professionnelle pendant 1 an, on en reparlera peut-être, avant de vous dédier à la transmission au travers de la publication de contenus, de conférences ou de livres. Vous êtes aussi co-initiateur de la coalition Grandes Écoles de la Transition et coprésident de la convention Entreprises pour le climat. Enfin, mais bon, votre carrière est loin d'être finie. Vous avez été administrateur ou membre de comités et conseils chez Renault Mobilize Invest, Entreprendre et Plus, Ashoka, Mec.org ou Mouvement Impact France. Alors, pas besoin de chercher midi à 14h pour comprendre le défi qui vous réveille et vous anime chaque matin. Vous êtes un entrepreneur plutôt aligné et focus. Mais dites-nous, Mathieu, quelle est la problématique, en un seul mot, pas plus, qui vous anime et vous fait avancer En un mot, je vais jouer le jeu. Il sera en anglais, pour résumer, ce serait empowerment. Donc en français, on dirait le pouvoir d'agir, révéler le pouvoir d'agir. L'empowerment, voilà, c'est aller chercher le meilleur chez chacun de nous pour contribuer à nos grands défis de société. Et ce mot, il a évolué au fil de votre carrière entre la création de Ticket for Change en 2013 et vos projets et réalisations actuelles. Je dirais, il s'affine. Avec Ticket for Change, je parlais énormément de lutter contre le gâchis de talent. C'est l'idée de dire que chacun de nous a des talents, on a tous des talents. Et pourtant, on n'est pas forcément conscient. Et donc, parfois, on les gâche en n'en étant pas conscient. Et ces talents-là, si on les active et on les met au service de nos grands défis sociaux, environnementaux, alors on peut changer le monde. Donc, c'est l'empowerment, mais pour les défis sociaux et environnementaux. Oui, absolument. Et cette vocation, parce que c'est quand même une vocation, votre parcours, elle vous est venue très jeune. Comment elle est venue ? C'est un cheminement, c'est des réflexions, c'est des lectures, des rencontres, des voyages. J'ai toujours voulu être utile, voilà, ça a toujours été un fil rouge, mais je ne savais pas du tout comment. J'ai fait une école de management, j'ai découvert par des livres le monde de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire. J'ai été fasciné par cette manière de réconcilier l'économique, le social, l'environnemental, et j'ai voulu chercher ma place dans ce monde-là. Avec un ami, Jonas, on est parti à la rencontre d'entrepreneurs sociaux, environnementaux, aux Philippines, en Inde, au Sénégal, travailler avec eux sur le terrain. On avait 22-23 ans, au milieu de nos études. Et ça nous a donné... en fait, ça nous a fait découvrir ce monde, qu'il y avait des personnes qui inventaient des nouveaux modèles et qui arrivaient à résoudre des défis de société à grande échelle. Ça marchait. Et ça nous a donné envie de trouver notre place à l'intérieur. Et j'ai eu la chance en Inde de participer à un programme qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en Inde. Et donc chaque année, 450 jeunes montent dans un train, parcourent 8000 km ensemble, vont à la rencontre d'acteurs de changement inspirants pour les aider eux-mêmes à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Donc cet événement-là, il m'a énormément inspiré, il m'a bouleversé, il m'a transformé. Et je me suis dit, ce truc-là, c'est ça que je veux faire. Ça a été un déclic. Et c'est ça que, voilà, c'est le début de Ticket for Change. Alors, avoir l'idée, la vocation, c'est bien, mais la réaliser, c'est encore mieux.
Alors c'est là qu'avec nos auditeurs fidèles, on se pose la fameuse question essentielle et clé de cette émission. Quelle a été votre bonne étoile, Mathieu, qui vous a conduit à construire justement ce rêve, cette impulsion que vous aviez eue et à construire votre aventure professionnelle avec autant de fierté et d'enthousiasme? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Effectivement, le premier, c'est le rêve, je pense. Effectivement, tout commence par le rêve. Mais nos rêves, ils chuchotent, en fait. Il faut être à l'écoute de nos rêves. Donc, c'est être à l'écoute de son intuition. D'accord. Et de ses rêves potentiels en nous. Donc ça, c'est la première chose. Mais donc avoir un rêve, avoir un projet qui nous inspire, et qui nous enthousiasme, qui nous tire en avant, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'essayer de les mettre en œuvre. Donc c'est l'audace de commencer, même si ces rêves, ils paraissent un peu fous. Il y a une citation de Goethe qui m'a toujours énormément inspiré, qui est « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. » Donc c'est l'audace de commencer. Et ensuite, vont se mettre en place plein de choses sur le chemin. Et donc, sûrement, un troisième élément, c'est les rencontres. Il y a ce rêve, il y a cette audace de commencer, et ensuite, les rencontres qui, à la fois révèlent des vocations et puis donnent les moyens au rêve de se réaliser. Donc moi, par exemple, si je suis très concret, c'est la rencontre avec une personne en 2014, ça s'appelle Arnaud de Médibus, qui m'a fait confiance et qui m'a dit « Je crois en toi, je crois en ce projet ». C'est la rencontre avec une équipe des cofondateurs de Ticket for Change, parce que voilà, rien de grand ne se fait seul, donc c'est le fait qu'on ait associé nos talents, nos compétences ensemble, et c'est tous les partenaires qui ont permis à cette aventure d'exister. Sans ces rencontres-là, il n'y a rien qui ne se crée. D'accord, donc le rêve, l'audace et les rencontres. Alors, on l'a vu tout au long de nos émissions, tous les entrepreneurs sont unanimes. La vie d'un entrepreneur nécessite une énergie folle. Mais vous allez encore plus loin. Je lisais dans Les Échos récemment une phrase de vous. « En tant qu'entrepreneur, mon capital, c'est mon énergie. » Alors, c'est un peu abusé et réducteur. Et s'il suffisait d'énergie, on serait tous nos auditeurs entrepreneurs. Que voulez-vous dire par là ? Alors, je ne dis pas qu'il suffit d'énergie, mais que sans énergie, on ne peut rien faire. Donc, dans le sens, l'énergie, c'est du pouvoir d'agir. C'est ce qui permet de transformer des choses dans le monde. C'est ce qui permet d'avancer. Donc, avec de l'énergie, on avance, on peut réaliser ses rêves, on peut entreprendre, on peut devenir entrepreneur de sa vie, mais sans énergie, on ne peut rien faire. Donc, et donc, en tant qu'entrepreneur, si je ne gère pas mon énergie, alors je ne peux plus avancer. Et avez-vous eu, vous, ou ressenti des manques d'énergie, des grosses fatigues, des moments down qui, justement, vous ont permis de prendre conscience de ce besoin vital d'énergie pour avancer? Oui, absolument. À plein de moments de l'aventure entrepreneuriale, comme c'est d'une intensité énorme, c'est un marathon qui n'a jamais vraiment de fin, en fait. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est comme dans un projet entrepreneurial, on se dit toujours, oui, mais la prochaine étape, c'est là-bas, dans 6 mois, dans 1 an, et puis après, ça ira. Mais ça n'arrive jamais. Il y a toujours des nouveaux défis juste après. C'est ça qui est passionnant. C'est que ça se renouvelle tout le temps. Mais donc, il y a toujours des nouveaux défis, des nouvelles étapes. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, il faut apprendre à gérer ce chemin-là, cette énergie, prendre soin de son énergie dans la durée, parce que c'est ça qui fait que le projet peut perdurer. Et puis nous, de tenir cette distance. Et vous, il y a eu un moment particulier où cette énergie n'était plus là À différents moments, mais notamment à un moment, il y a 2 ans, j'ai ressenti que j'avais besoin de me ressourcer vraiment en profondeur, qu'après 10 années d'entrepreneuriat sur des sujets socio-environnementaux, donc qui sont hyper ambitieux et qui demandent énormément d'énergie, après les années Covid, où il fallait redoubler d'énergie aussi, pour tenir la barre, dans ces moments-là, j'ai senti que j'avais besoin d'un temps de régénération pour me régénérer en énergie et trouver des nouvelles intuitions pour la suite. Et c'est là que vous avez fait justement votre break d'1 an. Alors, pendant ce break, qu'est-ce qu'on fait justement pour à la fois se remettre d'attaque, se régénérer, comme vous dites, mais aussi recalibrer sa vie professionnelle? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année? Pour la première fois, j'ai créé vraiment du vide, un espace de vide. Et après, j'ai suivi mon intuition.
donc la sérendipité. J'ai suivi ce qui me venait et ce qui m'appelait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des rencontres, on fait des lectures, tous les livres qu'on avait mis de côté et puis on espère avoir du temps pour enfin rentrer dedans. Euh, euh, on prend du temps pour soi. On prend du temps aussi pour se transformer. En fait, le vide, c'est aussi ce qui redonne de la clarté et ce qui nous fait travailler sur nous en profondeur. Et donc, en fait, le fait de créer cet espace fait qu'à des moments, on peut avoir des nouvelles idées au bout d'un moment et se dire, oui, c'est là-dessus maintenant que j'ai envie d'agir. Ouais, alors, vous parliez de ce moment de fatigue par rapport à ces grandes causes. J'ai l'impression que ce besoin d'énergie, il est encore plus spécifique aux entrepreneurs à impact comme vous, qui finalement se sacrifient et laissent encore plus leur peau face à leur soif un peu invétérée à résoudre les grands défis de ce monde. Oui, c'est vrai. En fait, donc un entrepreneur à impact social, environnemental, c'est une équipe qui va s'adresser à un défi immense qui n'a pas été encore résolu ni par l'État, ni par les associations, ni par les entreprises, etc. Donc c'est quelque chose de très difficile et qui va essayer de faire un projet à son échelle pour y contribuer. Alors, il faut dire deux choses, je pense. La première, c'est que ça donne de l'énergie, ça donne du sens à la vie de faire ça. C'est ce qui... donc ça motive, ça donne une raison de se lever le matin, vraiment profondément. Et en même temps, on s'attaque à des défis extrêmement ambitieux, à grande échelle, où c'est assez difficile de mesurer ses avancées, ses impacts, où on manque souvent de ressources de financement. Ça, il faut le dire aussi. Et c'est de moins en moins financé par l'État. Les entreprises, en ce moment, avec la conjoncture, peuvent moins financer ces initiatives qui sont absolument nécessaires. Et donc, on a besoin de redoubler d'énergie tout le temps. Donc, c'est les deux. Et donc, il faut faire attention à ne pas se sacrifier pour la cause et à ne pas tomber dans l'épuisement à cause du surengagement. Et alors, vous avez parlé des moments de re-questionnement et des défis permanents, mais est-ce qu'il y a un moment fort de cette aventure professionnelle qui n'est pas terminée, loin d'être terminée, mais que vous retiendrez longtemps? Il y en a plein, forcément. Pour moi, une aventure comme ça de 10 ans, à la fin, quand on se retourne, ce qui reste pour moi de manière très claire, c'est les rencontres. C'est avant tout une aventure humaine où il y a des rencontres transformatrices. Et donc, c'est tous ces moments où j'aurais jamais rencontré autant de personnes aussi inspirantes si j'avais pas fait cette aventure-là. Ça, c'est une première image très forte qui me vient. Et ensuite, c'est les témoignages des personnes qui ont suivi les différents programmes. Il y a 150 000 personnes qui ont suivi les différents programmes de Ticket for Change. Donc, les retours clients. Les retours qui viennent me dire, mais merci, plusieurs années après, merci, ça a changé ma vie. Bon, ça, juste ça suffirait. Mais voilà, il se trouve qu'il y en a toutes les semaines, et ça donne juste à chaque fois un boost d'énergie, et ça donne du sens à tout ça. Alors, vous dites aussi chaque année que vous repensez votre rôle pour vous assurer d'être dans votre zone de talent et non simplement les compétences, comme si les talents étaient encore plus source d'énergie. Alors, ça me paraît un peu utopique d'arriver à ne garder que ses talents et ses sources de satisfaction. Comment est-ce possible? Ouais, bon, pour bien redéfinir les deux, je dis pas que les talents, c'est pas les compétences, c'est pas bien. Les compétences, juste, c'est ce que l'on fait très bien, mais que l'on a pu apprendre par son parcours, par sa formation, etc. Les talents, c'est quelque chose qui peut être lié, mais c'est ce qu'on fait très bien et qui nous donne de l'énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses dans notre vie où on est naturellement doué pour le faire. C'est relativement facile pour nous de le faire. Ça apporte beaucoup de valeur aux autres et ça nous donne de l'énergie de le faire. Donc, si on peut jouer à l'intérieur de ça, il ne faut pas s'en priver. Donc, il faut faire déjà, la première étape, c'est de prendre conscience de cette différence, de ces talents, ces moments qui nous mettent en joie, c'est ça? Exactement. C'est vraiment le croisement de ce qui nous met en joie et de là où on apporte de la valeur aux autres. Et donc, comment on découvre ça? En essayant des choses, tout simplement, parce qu'on ne peut pas le savoir, c'est pas intellectuel, c'est par la pratique. C'est en découvrant, en testant des projets, en testant différentes activités qu'on se rend compte que voilà, j'ai été à l'aise là-dedans, les autres m'ont fait des retours et ça m'a donné de l'énergie. Là, il y a peut-être un talent. D'accord. Et alors, est-ce que ça veut dire que vous sélectionnez les opportunités en fonction de l'énergie qu'elles vous donnent, quitte à finalement les décliner
si elle puise trop d'énergie a priori et que même si l'impact est fort niveau business? Ouais, c'est-à-dire que pour moi, effectivement, l'énergie, c'est une boussole du quotidien. Ça veut dire qu'il y a des choix qui se font en fonction, mais en fonction de l'énergie, des talents. Est-ce que j'utilise pleinement mes talents ou non? Et ça va des opportunités entrantes, je ne vais pas forcément les sélectionner, parce que je considère que si je dis oui à ça, je ne dirais pas oui à ce que je dois vraiment faire. Voilà, donc absolument, C'est une question c'est une boussole de du quotidien. priorité. Est-ce que vous avez un exemple concret, par exemple, d'une opportunité qui aurait pu générer de la valeur et que vous avez déclinée? Vraiment, il y en a tout le temps. Je faisais un déjeuner avant et il y a un projet qui est formidable, mais il n'y a pas toutes les conditions qui sont réunies potentiellement. Et donc, même si le projet est formidable, ce n'est pas forcément là où je dois investir mon énergie à un temps T. Et donc, c'est d'avoir cette boussole-là pour focaliser là où on est pleinement au cœur de nos talents et aligné dans notre mission. C'est souvent le cas d'ailleurs. Un autre entrepreneur me disait, plus on avance, plus on réussit, plus on est sollicité sur des initiatives, des innovations, des partenariats. Et c'est là où justement on doit le plus refuser et recentrer. Donc c'est tout à fait ce que vous dites. Alors, j'ai l'impression dans ce que vous me dites quand même, que dans les puiseurs d'énergie, les pompeurs d'énergie, il y a aussi une notion de perfectionnisme. Est-ce que c'est pas le perfectionniste qui nous tue à petit feu, et je suis bien placée pour en parler, brûle notre énergie sur des tâches et des actions toujours plus approfondies? Comment vous gérez ce perfectionnisme? Pour le coup, j'apprends au quotidien. Juste, il y avait une lecture qui m'avait beaucoup parlé, beaucoup inspiré, qu'un de mes coachs, Patrick de Dainville, m'avait conseillé. C'est un livre de Tal Ben-Sahar qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection, et dans lequel il parle de devenir optimaliste plutôt que perfectionniste. Et c'est juste une manière de penser où, plutôt que de chercher toujours le niveau parfait, le niveau, ce que je peux faire au mieux, c'est par rapport aux ressources que j'ai, comment je peux faire au mieux. Donc j'optimise, mais par rapport au temps qu'on m'a donné, aux ressources que j'ai à disposition, comment je peux faire au mieux. Et ça change tout dans la manière de voir les choses. Donc j'essaie de devenir optimaliste. Encore une fois, c'est tous les jours. J'essaie de faire ça, mais franchement, moi, je veux bien des recettes parce que je suis complètement... voilà, j'ai les mêmes défis de perfectionnisme. D'accord. Et donc, il y a ce perfectionnisme qui peut puiser beaucoup d'énergie. Et au-delà des missions, c'est aussi les gens autour de nous qui nous pompent notre énergie. Comment s'entourer mieux et écarter ces gens un peu toxiques, finalement? Pareil, hein, vous l'avez très bien dit, mais je pense que, encore une fois, une boussole du quotidien pour avancer et que ça nous donne de l'énergie dans la durée, c'est de s'entourer de personnes qui nous donnent de l'énergie. Donc, c'est de faire en sorte d'abord, s'il y a des personnes qui nous prennent de l'énergie, de passer le moins de temps possible avec. Et ça peut être dans les équipes, dans les projets, dans les clients, voilà, au sens large. Et puis, d'essayer de s'entourer de personnes qui nous donnent de l'énergie. Qui sont complémentaires de nous, mais qui vont nous nourrir. Et vous le ressentez dans les recrutements, etc. Vous arrivez à ressentir Oui, après, c'est du fit, c'est du ressenti. Mais oui, absolument. Et puis, c'est en travaillant ensemble qu'on le découvre au fur et à mesure. Mais oui, je pense que ça, c'est une bonne boussole, encore une fois. Alors, donner du sens, on l'a dit, c'est un booster d'énergie, c'est crucial. Mais est-ce que tout individu peut mettre du sens dans sa vie, notamment dans sa vie professionnelle, ou faut-il avoir déjà un peu en amont des vocations, des convictions? Intimement, je pense que chacune peut trouver du sens dans ce qu'il fait, et dans tous les métiers. Il y a différentes études qui le montrent, dans toute la grande diversité des métiers qui existent, même ceux qu'on pourrait considérer comme moins valorisés. On peut toujours trouver un sens. Donc mais ce sens-là, il est très individuel, il est très singulier à chacun. Donc c'est ce cheminement de trouver ce qui a du sens pour soi. Mais oui, je suis convaincu que chacun peut trouver un sens profond dans ce qu'il fait. Et dans vos formations, dans un Ticket for Change, vous aidiez les gens à trouver ce sens Oui, absolument. C'est un des éléments, c'est trouver ses talents, trouver le sens profond, passer à l'action et le faire dans la durée. Ça vous est arrivé déjà d'accompagner des personnes qui n'ont pas réussi à trouver
sens ou pas encore trouvé? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas encore. C'est-à-dire que ça prend du temps. Il faut investir du temps, de l'énergie. Parfois, ça met 1, 2, 3, 4, 5 ans. C'est un cheminement, encore une fois. Et donc, oui, en tout cas, c'est pas un déclic en une journée. C'est un travail en profondeur. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Quelles sont mes aspirations? Voilà, au service de quoi j'ai envie de me lever le matin? Et qu'est-ce qui compte vraiment? Et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Donc, c'est des questions profondes, donc ça demande du temps de les creuser. Ouais, donc, ça veut dire que le sens dans sa vie professionnelle sera un peu un must pour s'épanouir ou à minima pour ne pas s'écrouler. Alors, je pense aussi qu'on peut... Il y a plein de personnes qui voient le travail juste comme un gagne-pain. Le sens peut être ailleurs. Voilà, le sens peut être ailleurs. Malgré tout, je pense qu'on est à notre plein potentiel et on peut amener des changements positifs dans le monde si on arrive à trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Il se trouve qu'on travaille en moyenne 80 000 heures dans nos vies. Donc si on est capable d'en faire un endroit où on trouve du sens, ça nous épanouit, on est au cœur de nos talents et on crée un futur plus désirable. C'est le jackpot. Voilà, c'est le jackpot. Alors, bon, vous êtes surprenant dans votre gestion très fine de l'énergie, toujours focus. Mais franchement, entre nous, vous en êtes où? Vous y arrivez vraiment? Vous avez la pêche au quotidien? Les méthodes mises en place marchent? Je pense que si je suis aussi passionné et que je creuse et j'explore autant autour de cette question, c'est parce que j'en ai besoin moi-même. Donc, c'est parce que j'ai des idées, plein d'envies, etc. Et donc, je peux être à proie à me disperser potentiellement. Donc, j'ai besoin de ces outils-là que je teste sur moi-même. Ma vie est un laboratoire pour tester tous ces outils-là. Par contre, c'est vrai que, chemin faisant, ça m'a vraiment aidé. Mais encore une fois, c'est un apprentissage du quotidien. Voilà. Et pour permettre à nos auditeurs d'avoir des petites billes, des trucs et astuces à la Mathieu, est-ce que vous auriez un secret à nous partager justement pour être le plus entrepreneur et épanoui dans sa vie et nous éviter tout ce cheminement de 12 années d'exploration et de laboratoire? Alors, si je rebondis juste sur l'aspect devenir entrepreneur de sa vie, moi, il y a un petit truc qui a tout changé pour moi. C'est quand j'avais 19-20 ans. J'étais timide et je suis tombé sur une citation d'Eleanor Roosevelt qui est « Fais chaque jour une chose qui t'effraie ». Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un mantra. Et chaque jour, je faisais une petite chose qui me faisait peur. Du style aller parler à un inconnu dans la rue. Venir sur le plateau de l'émission de radio. Par exemple, parler en anglais, prendre la parole devant plusieurs personnes. Des petits trucs du quotidien. Aller demander ma direction au chauffeur de bus. Enfin, des petits trucs comme ça. Mais chaque jour, on se prouve qu'on en est capable. Et après, ça devient une habitude. Et on devient entreprenant sans s'en rendre compte. C'est devenu une habitude. C'est devenu une capacité qu'on a développée. Moi, ça a tout changé. Et vous continuez aujourd'hui encore? J'en ai moins besoin parce que je l'ai acquis. Oui. Vous avez moins peur en 1 à 2 années, j'avais complètement débloqué ça. Alors, avant de boucler cette émission, on va parler en quelques secondes de votre livre. Vous avez écrit un livre anti-chaos, sorti début 2025. Un petit laïus sur le pitch du livre? Oui, c'est un livre que j'ai eu besoin d'écrire parce que j'ai été confronté à une problématique. C'est qu'au moment où on vit plein de crises, les crises sociales, environnementales, économiques, où il y a les guerres, où on vit l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout, on peut se sentir démuni, perdu, déboussolé et impuissant. Et moi, j'ai eu besoin de retrouver des principes, des outils pour guider mes pas au quotidien, pour mieux agir dans ce monde. Et c'est tout le chemin que j'ai fait depuis 2 ans, en fait, donc que je rassemble. Voilà, des outils très concrets. On a parlé beaucoup autour de l'énergie, là. Oui. C'en est un, prendre soin de son énergie dans la durée. Mais voilà, il y a plein d'autres principes autour du rêve, de s'entourer, etc. Pour retrouver du sens, de l'énergie, de la joie au quotidien, et que tout ça, au final, ça amène un monde meilleur. Bon, qu'à lire absolument. Merci à vous, Mathieu Dardaillon, cofondateur de Ticket for Change, pour cet échange avec nos auditeurs. Et pour le mot de la fin, quels sont les 2 ou 3 entrepreneurs de votre réseau de renom successful qui vous ont bluffé, justement,
par leurs valeurs et ressources intérieures et qu'on devrait avoir sur ce plateau. C'est le Lucky Star Challenge de Radio Notre-Dame. Vous pouvez en trouver plein chez Ticket for Change, si j'en cite que quelques-uns. Ouais. L'équipe de Yuka, avec Julie Chapon, François et Benoît Martin. Je pense à l'équipe de Meet My Mama, notamment Youssef Oudaman. Et je peux penser à Thomas Lemal aussi, de OE. Et plein d'autres. Voilà. Merci beaucoup Mathieu, vous avez donné plein de sens à cette émission et reboosté mon énergie, ainsi que celle de nos auditeurs, je l'espère. Voilà, c'est la fin de notre émission, La Bonne Étoile de l'Entrepreneur, avec Mathieu Dardaillon, cofondateur de Ticket for Change. Continuez à nous écouter, chers auditeurs, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple, Deezer ou Google, ou retrouvez-nous aussi sur le site et la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. J'ai très hâte de vous retrouver avec un nouvel invité sympa, inspirant, voire surprenant, qui vous aidera vous aussi à devenir encore plus entrepreneur de votre vie. Merci d'être là et à très vite. Au revoir.